Yes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire centré autour de l'influence de la data sur vos relations investisseurs. J'espère que vous nous entendez bien. Je vous laisse tranquillement vous installer et en attendant, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de ce webinaire. Nous allons donc passer les prochaines 45 minutes à discuter de ce qu'est le NLP et de ses différentes utilisations appliquées au domaine financier. Donc, vous avez à votre disposition un chat qui doit se trouver à la droite de votre écran. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, nous essaierons d'y répondre lors des 15 dernières minutes de ce webinaire alloué aux questions-réponses. Vous avez l'option de poser une question soit dans le chat, soit sous l'onglet questions de façon anonyme, donc n'hésitez pas. Donc j'aimerais commencer par vous présenter notre Chief Data Scientist et spécialiste en intelligence artificielle à Praexo, Alexis Perrier, qui animera ce webinaire. Bonjour Alexis. Bonjour Marie. Donc, chez Praexo, nous avons mis en place une solution SaaS à destination des sociétés qui offre un canal de communication digitale entre entreprises et investisseurs. Praexo propose donc un outil simple qui permet d'anticiper les attentes des investisseurs de façon claire et synthétique. Pour en revenir à ce webinaire, où en sont les marchés financiers aujourd'hui ? Donc, les marchés financiers ont fortement évolué et cela est dû à trois conjonctures principales. Premièrement, les avancées technologiques qui ont complètement changé le monde, les marchés, les relations et les processus. Ensuite, les différentes réglementations qui ont fait évoluer les marchés tels que MiFID II, qui date de 2018 et qui a entraîné des modifications sur le rôle et l'implication du monde des brokers et de ses intermédiaires. Et enfin, comme vous le savez tous, l'urgence sanitaire qui a forcé les individus à s'adapter, à adopter de nouveaux modes d'interaction et d'échange et surtout qui a accéléré le besoin de digitalisation des outils et des processus. Il y a eu, vous le savez bien, un vrai boom des rencontres virtuelles entre investisseurs et entreprises dans le cadre de roadshow par exemple ou même d'entrée en bourse. Donc, le rôle de l'Investor Relations Officer évolue et change. Nous pensons que celui-ci a pour vocation de devenir très stratégique tout en ayant de plus en plus de tâches. Il se retrouve confronté à un besoin croissant d'informations de qualité surtout, et les investisseurs sont, eux, de plus en plus impliqués dans les décisions stratégiques des entreprises. Nous pensons que la solution est de mettre l'accent sur la digitalisation et la gestion des données investisseurs, et c'est ce dont va vous parler Alexis. Alexis, je te passe la main. Super. Merci Marie. Merci. Donc bonjour, je suis donc Alexis Perrier. Je suis en charge de tout ce qui a trait à la donnée au sein de Praexo. Et comme Marie vient de le dire, chez Praexo, nous développons des solutions d'amélioration de la relation investisseur avec un but simple, faciliter les échanges entre émetteurs et investisseurs. Donc nous sommes partis d'un constat en effet, le rôle des IR évolue rapidement. Il y a toujours plus d'informations, et ça c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai au-delà du champ des IR. Et il y a aussi en quelque sorte une gestion assez peu efficace, manuelle, presque old school en français, des retours investisseurs. Donc tout se fait par email, par téléphone, par fichier Excel. Et donc il y a de quoi travailler. La question, la fluidité des relations investisseurs. Alors on se concentre sur trois axes. Qualifier au sein de Praexo, qualifier l'equity story de l'entreprise, améliorer le ciblage des investisseurs et permettre aux Investor Relations de gérer les relations avec leurs investisseurs au quotidien. Et ça, c'est un point qui va nous occuper pendant tout ce webinaire parce que cette gestion des retours investisseurs, en fait, se prête particulièrement au cas du traitement automatique du langage, du NLP. Et excuse-moi, il y a un problème de partage. Si tu peux juste repartager l'écran. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça ? Oui, ça, quelque chose a sauté, désolé. Merci. Heureusement, parce que je n'avais pas vu. Voilà, très bien. Ok. Les aléas du direct, comme on dirait. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est que les retours investisseurs, en fait, sont la plupart du temps sous forme de texte, ou de conversation qu'on peut transformer en texte, qu'on peut enregistrer, et donc se prête particulièrement bien au cas du traitement automatique du langage, du NLP. Donc le NLP, alors, avant de rentrer dans le NLP, quel est l'agenda ? De quoi on va parler dans ce webinaire ? D'une part, à quoi sert le NLP ? Quels sont les champs d'application ? Comment on peut implanter une solution NLP ? Comment on peut implanter une solution NLP dans le domaine financier ? Et là, je parle vraiment... je dirais si vous faites une recherche sur Google NLP Financial, vous allez avoir beaucoup d'informations autour de la prévision des marchés financiers, de la prévision de la bourse. Évidemment, c'est pas le domaine qui nous occupe là, c'est plus dans la relation, comme je l'ai dit, relation investisseur.
Et après, on finira sur la solution Praexo et comment cette solution peut aider dans les relations investisseurs. Alors, le NLP, c'est quoi ? En français, c'est traitement automatique du langage. En anglais, Natural Language Processing. C'est vraiment le recueil de toutes les techniques qui permettent d'exploiter automatiquement le texte ou la parole. Et la parole aussi, parce que la parole, en fait, se transforme en texte avec des techniques qui sont appelées speech-to-text. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est absolument omniprésent dans notre vie de tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte. J'ai noté là quelques exemples. Il y a les réseaux sociaux, il y a toutes les applications Google, Word, Gmail, etc. Il y a les bases propriétaires de type Nasdaq, PitchBook, Markit, et il y a la traduction automatique de type Google Translate. Il y a un nouvel outil qui est sorti récemment qui s'appelle DeepL, qui est plus efficace encore. Si on regarde juste un petit exemple rapide sur Google, simplement une recherche Google. Donc là, j'avais préparé un lien vers Elon Musk. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand on tape un nom de personnage ou un nom d'entreprise, par exemple, Google Search va identifier cette personne et va nous afficher sur la droite des éléments qui sont liés à cette personne ou cette entreprise ou cette entité, en fait. Donc ça, c'est un premier point de NLP, d'identification des entités. Et puis après, si on fait une recherche, par exemple, sur je sais pas, comment faire quelque chose, dans la recherche, il y a une complétion de notre phrase de recherche avec des suggestions. Donc le côté complétion du texte est aussi un élément auquel on a affaire souvent, qui a d'ailleurs été intégré ces temps-ci dans... Attendez, je ferme la fenêtre, voilà. Dans Google, dans Gmail. Et en fait, c'est assez fantastique. Vous écrivez un email et il vous complète l'email automatiquement. Et en fait, ça marche assez bien. Il y a l'aspect, évidemment, correction orthographique. Il y a quand on dicte un texte sur son téléphone. Il y a tout ce qui est sous-titrage. Netflix, YouTube, quand vous regardez des sous-titres, c'est souvent des sous-titres qui sont générés automatiquement, donc le speech-to-text. Il y a évidemment la traduction. Et puis, il y a quelque chose d'assez nouveau et d'assez récent. Et quand je dis récent, c'est vraiment 1 ou 2 années. C'est tout ce qui est news ou informations textuelles qu'on lit qui sont écrites par des intelligences artificielles. Et ça, en fait, ça illustre vraiment un cas, moi, je trouve fascinant du NLP, qui est que il y a une évolution extrêmement rapide depuis... Il y a 2013 et depuis même 2019-2020, ça s'est accéléré et on a gagné en qualité en termes de traitement du langage. Et je vais vous montrer des exemples dans la suite de la présentation. Okay. Alors, bon, ça c'est l'aspect très très fonctionnel du NLP, vraiment le côté high level. Mais en quoi ça consiste ? En gros, derrière ça, comment ça marche le NLP ? Alors, il y a plein de cas, mais je vais me concentrer sur 3 choses qui sont un peu plus en phase avec notre domaine. La classification du texte, et on va voir des exemples. L'extraction d'informations spécifiques. Ça rejoint un peu l'exemple Elon Musk quand on fait une recherche sur Google. Et puis, la génération de texte. Alors, dans la classification du texte, le domaine qui est vraiment l'application qui est la plus répandue, c'est l'analyse de sentiments. Et vous avez un utilisateur quelque part qui laisse un commentaire, une review sur un produit, sur un service, sur un film, et on veut savoir, en fait, est-ce que c'était positif, négatif, ou parfois neutre. Okay. Donc c'est en effet un problème de classification. Vous avez un texte, et il faut dire dans quelle catégorie, positif, négatif ou neutre. Okay. Donc c'est vraiment un problème qui est résolu. Il y a plein de façons de le mettre en place. On va voir ça, il y a des services qui font ça. On a des modèles performants. Et je dirais que la prochaine étape sur laquelle on est en train de travailler au sens communauté NLP, je ne mets plus dedans, c'est vraiment des classifications plus sensibles de type analyse d'intention, analyse d'émotion, voilà, qui peuvent être intéressantes aussi. Un autre type de classification va être le fait de pouvoir comprendre quels sont le ou les sujets d'un texte donné. Donc, si on prend par exemple une phrase qui pourrait être, je ne sais plus où j'ai pris ça exactement, mais on est en plein dans notre sujet de relation avec les investisseurs et de feedback, d'opinion par rapport à une entreprise. On voit que dans cette phrase-là, on parle de buy side, on parle de valuation, share valuation à la fin, on parle de earnings. Donc, on a des exemples extrêmement, des sujets extrêmement précis
sur un texte donné. Donc ça, c'est un problème de classification parce qu'on on a quelque part une liste de catégories de sujets cibles et on veut savoir si notre texte s'inscrit dans une ou plusieurs de ces catégories qui sont prédéfinies. Dans NLP, on parle d'ontologie, mais ça revient au même. Alors, autre chose, au-delà de la classification, on a l'enrichissement du texte. Vous avez un texte donné, une information par rapport à une entreprise, et vous voulez identifier dans ce texte les personnes, les entreprises, les lieux, les produits, etc., ou d'autres éléments spécifiques. Alors, autres éléments spécifiques, par exemple, on peut imaginer, vous avez une base de CV, vous travaillez dans les ressources humaines, vous avez énormément de CV, et vous voulez reconnaître les rôles, les titres des personnes dans les CV. Qu'ont les candidats ou votre base de CV. Voilà, donc il faut, dans ce cas-là, on est dans des choses beaucoup plus précises et qui sont moins, moins fournies par les services existants, dont je vais parler maintenant. Alors, par exemple, prenons un texte en français, qui est celui-là. Ancien dirigeant d'Alcatel-Lucent, Vodafone Europe et Sprint, Michel Combes est désormais président de SoftBank International Group. Il a joué les intermédiaires dans ses startups Canton Square et Jellysmack, et d'autres investissements en France pourraient suivre. Donc il y a une librairie, c'est une des librairies importantes en NLP, c'est pour ça que je me permets de la citer là, j'ai aucune affiliation avec eux, je l'utilise souvent, qui permet de faire énormément de choses en NLP, dont de la reconnaissance d'entité. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On choisit, vous voyez que c'est en français, donc je choisis un modèle français, FR Core News, là. Je dis que je voudrais, dans ce texte, identifier les personnes, les organisations, les lieux, et puis miscellaneous, d'autres choses plus divers. Et en fait, les résultats sont assez bons. C'est-à-dire que là, typiquement, sur cet exemple, qui aussi a été pris un peu au hasard, j'ai trouvé un texte sur le web, le modèle a identifié les organisations, Alcatel, Lucent, Vodafone Europe, Sprint, la personne, SoftBank. Il est moins efficace, bizarrement, sur le nom des startups. Pas parce qu'il ne le reconnaît pas, mais c'est basé en fait sur la syntaxe de la phrase et comment la phrase est organisée. Okay, donc c'est pas une question d'avoir un dictionnaire de toutes les entreprises dans le monde entier et de les reconnaître, c'est vraiment une question d'analyser la phrase et de comprendre qu'à tel moment, si on est dirigeant de quelque chose, bah, ce quelque chose va être une organisation. Donc il y a un peu de sémantique, il y a un peu de compréhension de la chose. Simplement, c'est pas un matching entre listes. Okay, donc Canton Square, Jellysmack, il n'a pas tout à fait compris. Canton Square, il l'a manqué. Jellysmack, il a cru que c'était une personne. Par contre, il a trouvé la localisation en France. On peut se dire que c'est pas très compliqué de dire que France, c'est une localisation. Mais bon, voilà. Donc un exemple concret d'un modèle français sur une certaine librairie, Spacey, d'un texte, et on voit qu'on obtient d'assez bons résultats, mais que c'est pas parfait. Autre chose assez étonnante, donc, dont je parlais au début, c'est la génération de texte. Alors, il y a les news, les communiqués de presse qui sont écrits par des modèles, il y a tout ce qui est traduction, il y a le résumé automatique. Alors, je me suis aperçu récemment, par exemple, que le résumé automatique, mes enfants l'utilisaient énormément dans leurs devoirs scolaires. Non seulement le résumé, mais il y a des outils de paraphrase, en plus, qui sont très, très efficaces. Donc, ils ont très bonnes notes quand ils font des devoirs à la maison. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est questions-réponses, Q&A. Ça, c'est un domaine qui date d'il y a longtemps. Je veux dire, l'idée de pouvoir parler avec le support technique de Orange ou de Free, etc., dans un petit chat, existe depuis longtemps. Là, en fait, on parle vraiment plus d'un modèle qui aurait été, qui aurait ingéré un énorme corpus de documents. On peut imaginer une base de données de textes légaux, de textes financiers, etc. Et on lui pose une question naturellement, et le modèle va arriver à trouver la bonne information et à rendre une réponse. Donc on est au-delà du chatbot, on est vraiment dans une question de question-réponse avec une intelligence artificielle, même si le mot est très, très galvaudé. Okay. Alors, petite démonstration que j'aime particulièrement, sur la génération de texte. Comment ça marche? Alors, on va prendre deux exemples. On va prendre Today I would like to, et puis on va laisser le modèle créer un texte à partir de ça. Alors, c'est un texte aléatoire. Si on rafraîchit la page, on va le voir, on aura un autre texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte qui est généré est assez cohérent.
C'est-à-dire on a presque une vraie histoire, en fait. Et on va voir que ça marche aussi si on lui donne des textes qui sont un peu plus, un peu plus précis, par exemple. Alors, donc c'est un exemple, c'est une démo. Les démos se font en anglais parce que c'est ce qui se trouve plus facilement. On peut faire exactement les mêmes moteurs de complétion de texte, de création de texte en français. Alors, today I would like to. Donc ça, c'est une phrase très générique. Et voilà, I would like to take you to my school. Et si on passe un tout petit peu de temps, bon, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais si on passe un peu de temps, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait sens. Et c'est pas mal du tout. Si jamais je mets par exemple quelque chose d'autre, on the consolidation side, que je fasse pas de faute de frappe, donc quelque chose de beaucoup plus lié aux investisseurs et les stratégies d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre des noms d'entreprises particuliers, mais en plus pas dans cet exemple-là, mais il est capable de s'en souvenir d'un paragraphe à un autre, ce qui rend la chose beaucoup plus intéressante. Donc il y a une vraie histoire quelque part qui est créée autour de ce genre de début de phrase, en fait. Okay, avec ce genre de modèle. Donc voilà, on peut jouer avec ça longtemps. Il y a plein d'exemples sur Internet, à partir des tweets de Trump, ce genre de choses. Voilà. Donc la génération de texte. Alors quand vous êtes en face d'une intelligence, d'une news qui a été écrite par ce genre de modèle, en fait, on lui donne en plus quelques éléments précis pour que la news soit pas totalement aléatoire, évidemment, mais ça donne des choses qui sont lisibles par l'humain et difficile de savoir par qui ça a été écrit. Okay. Donc bon. Juste pour résumer cette partie, le NLP, en ce qui nous concerne, ça va être de la classification, analyse de sentiments, détection de sujets, classification de sujets, la reconnaissance d'entités qui permet d'enrichir le texte, et puis tout ce qui est génération de texte, résumé automatique, paraphrase, traduction, etc. Okay. Voilà pour une première partie. N'oubliez pas de poser des questions dans le chat si vous avez des questions, je serais ravi de revenir dessus après. Bon, on voit un peu le côté fonctionnel, comment ça se traduit en termes de NLP. Maintenant, comment on fait pour implémenter ça? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes stratégies. Évidemment, en voyant les slides ce matin, je me suis dit, il y en a une troisième. Je vais y venir. Donc, en gros, soit il y a le cloud. Okay, vous avez plein de services dans le cloud. Vous avez les services de Google, de Azure, Microsoft Azure, de Amazon AWS, qui offrent des services NLP, et on va voir une démo dans une seconde, qui sont assez fiables, pas très chers, sauf si on a des quantités de données absolument gigantesques, mais dans nos domaines, on n'est pas sur on n'est pas sur du big data, on est sur des domaines de quelques gigas, quoi. On n'est pas dans des choses plus monstrueuses. Donc les coûts sont pas extrêmes, et puis c'est assez fiable, c'est sécurisé, donc ça marche très bien en fait. Par contre, c'est adapté à des cas généralistes. Alors, typiquement, dans l'identification du sujet d'un texte, il va savoir, le modèle de Google Natural Language dont je vais faire la démo, va savoir dire si on parle de jardinage, de sport ou de bricolage. Il va peut-être savoir dire dans le sport est-ce qu'on parle de tennis ou de foot ou de pétanque, mais si on lui donne le texte qu'on a vu tout à l'heure sur la valorisation de l'entreprise, il aura beaucoup plus de mal. On va voir un exemple. Donc ça, c'est un côté, le cloud, c'est rapide, c'est facile, et ça donne un très bon prototype de départ, en fait. Après ça, vous pouvez décider de le développer en interne. Alors là, c'est évidemment beaucoup plus coûteux, c'est un vrai investissement. Il faut recruter les gens, il faut développer une compétence en interne, il faut construire les jeux de données, entraîner les modèles, etc. Donc c'est plus lent, c'est un vrai investissement, c'est coûteux, c'est plus risqué parce qu'on est plus dans le domaine de l'innovation, de la recherche sur un domaine très propriétaire. Le pendant de la chose, le bon côté, c'est que ça permet des applications beaucoup plus spécifiques. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que avec Google Cloud, vous aurez un certain niveau d'identification de sujets dans des textes, par exemple, si vous voulez classer vos textes en fonction d'une certaine liste de catégories de sujets. Par contre, dès qu'on va rentrer dans le détail, Google Cloud sera un peu perdu. Si on fait du développement en interne, on sera capable de construire un jeu de données pertinent, adapté et concentré sur le domaine financier, et donc d'avoir des outils
finalement c'est un peu les mêmes outils, mais des outils qui seront, eux, capables d'avoir une granularité beaucoup plus forte et une précision beaucoup plus forte. Alors, dans les services en ligne, je les ai cités. En effet, il y a Google Cloud, il y a Amazon, qui est un service qui s'appelle Comprehend, qui est spécifique sur le traitement du langage. Il y a Microsoft. Il y a d'autres services, ça tourne autour de ça. Il y a d'autres entreprises qui font ça, qui ont des choses très spécifiques et très performantes. Okay. Petite démo. Alors, si on prend Google, alors j'ai aucune affiliation à Google, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais truc. J'ai aucune affiliation à Google, mais je trouve que leur utilisation est plus facile en fait, c'est plus user-friendly. Et on va prendre un texte. Alors, attendez, j'ai un texte quelque part. Excusez-moi, un peu de voilà. J'accepte tout. Voilà, donc j'ai pris une annonce. Glaxo agrees to 2.1 billion cancer therapy deals with ITOs. Okay, donc si on prend par exemple ce paragraphe, donc il parle du CEO Emma Walsmake qui a took over as chief executive in 2017. Ils ont des produits sur le marché, etc. Donc, nous on comprend bien de quoi ça parle. Attendez, je vais fermer cette page-là. Donc là, je suis sur la page de démonstration en fait du service NLP de Google. Ils ont un texte déjà prévu, ça marche très très bien évidemment leur exemple. Donc prenons cet exemple qui est moins comment dire, téléphoné. Je ne suis pas un robot, heureusement. Ouais, ok. J'ai pas eu à trouver des palmiers ou des trottoirs. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on a le texte original. Et qu'est-ce qui nous a sorti Google? Il nous a sorti déjà les entités. Il arrive à trouver à peu près toutes les entités. Glaxo. Quand il reconnaît exactement l'entité en question, il nous met un lien vers Wikipédia. Un peu comme Google Search nous avait un lien vers Wikipédia quand on avait fait une recherche sur un personnage, Elon Musk. Il trouve aussi plein d'informations sur les mots importants dans le texte. Okay? Oncology drug, cancer assets, market, etc. Donc, ce n'est pas des entités précises en termes d'organisation, de personnes ou de lieux, mais il nous donne le fait que c'est important. Il y a un ou deux endroits où il se trompe, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je veux dire, en un clic, on a quand même beaucoup d'informations sur ce texte-là. Après, il fait de l'analyse de sentiments. Donc, quand je vous disais que c'était résolu, parce qu'en effet, il faut vraiment trouver des exemples un peu tordus où ça marche pas, mais dans l'ensemble, le modèle comprend très bien, le service comprend très bien si c'est positif ou c'est un sentiment négatif. Alors là, on est sur un texte qui est quand même très factuel. Okay, il n'y a pas beaucoup d'expression d'émotion ou de positivité ou de négativité qui est exprimée, mais il trouve par exemple que sur cette phrase-là, comme c'est expanding et lucrative, je pense que tout ça influe sur le côté positif de la phrase, donc il trouve que cette phrase a un score de 0,3, les scores étant entre -1, négatif, et 1. Donc ça peut être un point d'amélioration pour nous, en se disant, bon, d'accord, tous les documents, tous les textes qu'on a traités dans le domaine financier sont souvent assez neutres et assez factuels. Maintenant, si on entraîne nos propres modèles, on va être capable d'avoir une analyse de sentiment beaucoup plus pertinente qu'un modèle comme ça sur étagère. Donc le sentiment, il montre aussi en termes de quels sont les éléments qui sont positifs ou négatifs dans le texte. Alors là, il n'a pas trouvé d'éléments particuliers qui soient très positifs ou négatifs, mais on peut revenir. Il y a toute la partie syntaxe, analyse de syntaxe, je passe rapidement, c'est vraiment, ça s'appelle part of speech tagging, c'est très utile pour d'autres tâches, mais ça ne nous intéresse pas ici. Et puis, voilà, ce dont je parlais, le côté ontologie, le côté classification, il trouve en effet que c'est business and industrials, pharmaceuticals and biotech. Okay, avec une certaine confidence. La confidence, ça va de 0 à 1, donc là, il n'est pas très très sûr. Quand même, hein. Pourtant, pour nous, c'est vraiment évident que ça parle de biotech et de pharmacie. Pharmaceuticals. Alors, juste pour l'illustration, Google a une liste de, je sais plus, 300 à peu près catégories. Voilà, entertainment, movies, avec une certaine hiérarchie dans la chose. Donc, c'est ce qu'on appelle une ontologie. Okay. Donc, voilà une petite démo de Google démo. Et si jamais je lui donnais un texte, je ne vais pas refaire l'opération, mais si je donnais un texte qui, pour nous, est parlant,
diversified strategy, both in terms of geography and verticals, etc. On parle de nursing home, on parle de stratégie d'entreprise, de géographie, de verticals, d'industrie, etc. En fait, comme je disais, lui, il trouve qu'il n'y a pas de catégorie. Alors, il nous dit qu'il faut plus de texte. En fait, c'est pas le problème du plus de texte, c'est qu'il n'arrive pas à trouver des ancrages dans le texte où il peut dire, OK, ça parle de tel sujet ou tel autre sujet. Marie. Oui, juste un petit détail. Surtout, je vous rappelle de ne pas hésiter à poser des questions, donc soit dans le chat, soit sous l'onglet questions. Et une petite information complémentaire, nous avons glissé des sondages, donc sous l'onglet sondages qui doit se trouver à votre droite également, à droite de l'onglet questions. Si vous avez des idées là-dessus, surtout, n'hésitez pas à aller y répondre. Ils seront là tout au long du webinaire, donc vous avez jusqu'au bout pour y répondre. Tout à fait. Super, merci. Ça me permet de reprendre mon souffle. En gros, pour l'instant, je vous ai parlé j'ai pas mal mentionné le fait qu'on parle de données, on parle de modèles. Évidemment, derrière tout ça, il y a des algorithmes. Donc, je vais préciser un peu la chose, comment tout ça s'organise, en fait. Okay. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez des données brutes, vous avez les informations, vous avez les rapports, vous avez les analyses, tous ces documents-là, vous avez les emails, vous avez les retranscriptions des appels, vous avez les présentations dans les roadshows, etc. Tout ça, ça vous donne un paquet de données brutes, une sorte de plusieurs fleuves qui arrivent un peu en continu. Derrière ça, vous avez tout ce qui est algorithmie. Je trouve cette illustration pas mal, ça montre que c'est assez compliqué quand même. Mais typiquement, on entend par ça tout ce qui est réseau de neurones, deep learning, etc. Et puis, vous utilisez ces données pour entraîner des modèles, et à la fin, vous avez des modèles, je dirais, pré-entraînés parce qu'ils sont disponibles. Okay. Typiquement, ce qui change énormément ces derniers temps, c'est que au lieu de partir de zéro, en fait, là, je m'avance sur des slides que je vais faire après, mais au lieu de partir de zéro et de tout faire, collecter les données, etc., on peut utiliser ces modèles pré-entraînés qui sont mis à disposition, qui ont été entraînés sur des données absolument gigantesques et qui sont prêts à la consommation, en fait. Mais l'idée de base, c'est quand même, on a des données brutes qui servent à entraîner, sur lesquelles on applique des algorithmes, et ça sert à entraîner des modèles qu'on peut utiliser après. C'est comme ça que ça marche. Et on pourrait se dire que l'algorithmie est la partie la plus complexe. Mais en fait, ce qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est la partie donnée. Alors pourquoi ça prend de temps ? Disons qu'on est dans un contexte où on est dans le domaine financier, Google c'est très bien, AWS c'est très bien, mais ça ne va pas assez loin par rapport à nos besoins. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir déjà obtenir un dataset, okay ? Il va falloir collectionner la donnée, la capturer. Ça peut avoir plusieurs sources, ça peut être le web, ça peut être, je sais pas, on peut s'occuper de collectionner des tweets, des vidéos YouTube, enfin il y a plein de choses à faire. Mais on a de la donnée brute, après il faut la nettoyer, il faut la formater, il faut la normaliser. Alors derrière tout ça, c'est tout ce qui est simplification des textes. Vous avez toute la conjugaison en français, mais toutes les formes du verbe se rapportent toujours à un verbe donné, l'infinitif. Donc peut-être qu'on peut simplifier les choses, normaliser les choses. Une fois qu'on a fait tout ça, on va analyser la donnée. Finalement, on a obtenu quoi ? Est-ce que ça fait sens par rapport à notre but ? Et après, il faut la labelliser. Et la labellisation, c'est vraiment le point d'achoppement de beaucoup de projets en traitement du langage, parce que pour entraîner ces algorithmes et avoir des modèles qui nous sont propres et donc qui sont super efficaces dans notre domaine, il va falloir manuellement, et c'est là où le bât blesse, manuellement étiqueter, labelliser chaque phrase. Vous voyez, si vous voulez faire de l'analyse de sentiments sur un thème donné, je sais pas, vous avez votre nom de produit, vous récoltez tous les tweets qui parlent de ce nom de produit et vous voulez savoir si c'est positif ou négatif, il va falloir que des humains passent un certain temps à dire voilà, ça c'était positif, ça c'était négatif, ça c'était positif, ça c'était négatif. Peut-être un autre exemple un peu plus intéressant, c'est qu'est-ce qui est fake news ou pas fake news ? Vous devez collecter plein de news et à un moment, un humain doit dire ça c'était de la fake news, ça c'est pas de la fake news. On est aussi dans la classification. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment intense en termes de ressources nécessaires. Et puis après, il y a la modélisation et la mise en production. Alors, mise en production, c'est pas parce que c'est une fois en production qu'il faut arrêter,
faut revenir dessus. Tout n'est pas fini une fois qu'on l'a mis en production. Mais en gros, vraiment, le temps qu'on passe, c'est 80-90% sur l'aspect donné. Et c'est là où est la valeur ajoutée, je dirais, d'un produit NLP, d'un service NLP. Quand vous regardez Google, leur valeur ajoutée, c'est qu'ils ont toute la donnée possible du monde, en gros. Et après, ils ont des algorithmes puissants aussi, et des puissances de calcul, d'accord. Mais la donnée reste quand même, c'est là où se situe le trésor, en fait. Le trésor de guerre, c'est la donnée. Et apprivoiser les données, donc voilà le lion qu'il faut apprivoiser. En fait, c'est assez délicat parce que typiquement, quand on travaille sur un jeu de données, même sur un jeu de données qui n'est pas en NLP, qui n'est pas du texte, si vous allez sur un des fournisseurs de jeux de données autour des deals entre les entreprises, des fundraising, que ce soit PitchBook, Crunchbase, Markit, etc., il y a quand même une hypothèse quelque part que la donnée est propre, que la donnée est cohérente. Et en fait, quand on creuse, pas donner d'exemple ici, mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a quand même des aberrations, que la moitié de la donnée manque là où ça serait intéressant, etc. Bon. Donc les hypothèses de base, c'est qu'on considère quand même que la donnée existe, okay, qu'on va pouvoir trouver cette donnée pour entraîner nos modèles, c'est pas toujours évident. Par exemple, dans les relations investisseurs, on n'a pas accès au feedback des investisseurs sur 10 000 entreprises du passé. Okay, c'est pas possible, ça n'existe pas dans le domaine public en tout cas. Qu'elles sont accessibles. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, les données sont heureusement très protégées et donc ou dans la banque, les données sur le crédit individuel, sur les personnes, évidemment, est protégée, donc difficilement accessible. Qu'elle soit adaptée au problème. Bon, je passe, mais vous voyez bien, l'idée, c'est que la donnée n'est jamais aussi idéale qu'on aimerait qu'elle soit. Et puis après, évidemment, il y a tous les aspects RGPD, sécurité, cryptographie, protection des données derrière ça. Alors, je ne sais pas exactement, mais je m'avance peut-être un peu là, mais vous, en quelque sorte, vous avez en même temps beaucoup de données qui sont sur des supports très hétérogènes. Okay, vous avez des emails, vous avez des rapports, vous avez peut-être des données fournies par des services tiers de type Nasdaq, Markit, je les ai cités. Vous avez vos propres données en interne, mais tout ça, c'est sur des supports très hétérogènes et elles sont, peu organisées dans le sens où si vous avez cherché des informations par rapport à une entreprise donnée ou un sujet donné précis, vous aurez du mal, probablement, je m'avance mais vous aurez du mal, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les industries et dans toutes les entreprises, à lier vos emails par rapport aux bases de données internes, par rapport aux services externes et par rapport, toute cette hétérogénéité de données, etc. Donc, en même temps, vous avez beaucoup de données, mais trop peu de données structurées qui pourraient vous servir à entraîner des modèles. Et en plus, vous n'avez peut-être pas non plus le temps de les rendre exploitables, ces données, ça prend beaucoup de temps, ni les ressources techniques, vous n'avez pas l'équipe de data scientists opérationnelle d'un claquement de doigts. Donc, en résumé, apprivoiser la donnée, c'est pas gagné. Mais par contre, les algorithmes et les modèles, eux, sont disponibles. Et c'est ça qui est assez fantastique. Et c'est pour ça que ça évolue très vite et qu'on est vraiment sur des améliorations au quotidien, traduction, Google Mail, etc., très rapide, qu'on peut voir tous les jours, au quotidien. Alors, les algorithmes, les librairies et les modèles sont disponibles. Là, j'ai mis quelques-uns des grands acteurs. Je reprends Spacey, il y a Hugging Face, qui est une entreprise très, très intéressante qui s'occupe de centraliser tous les modèles NLP qui peuvent exister et tous les datasets aussi. Ils viennent de lever 40 millions d'euros. Et puis vous avez des consortiums, OpenAI et Allen Institute for Artificial Intelligence, etc. Puis des modèles, Fastex, Google Earth. Bon. Mais tous ces modèles sont gratuits, dans le sens où leur licence permet une utilisation commerciale. Ça, c'est extrêmement important. Il y a plein de librairies aussi qui ont ce type de licence. C'est très efficace, c'est bien documenté, c'est fiable et c'est super optimisé. Donc, à partir de ces briques et de ces services, on peut construire, nous, des choses assez puissantes.
Et donc, quelque part, ce que je montrais avec Google NLP, c'est pareil, ce qu'on peut faire. On peut télécharger, ou Spacy tout à l'heure avec la reconnaissance d'identité, on peut télécharger un modèle. J'avais pris le modèle français. Il a été préentraîné sur un corpus gigantesque. Il est disponible gratuitement, avec la bonne licence, et on peut appliquer ce modèle au texte. Et puis, quand on est dans un domaine spécifique, là, par contre, on a besoin de plus de granularité, on a besoin d'aller plus loin. Notre reconnaissance d'identité aurait dû reconnaître le nom des 2 startups, sans se tromper. Donc, on a besoin de récolter des données qui soient en phase avec notre domaine pour que le modèle qu'on va construire puisse apprendre. Et quelque part, malheureusement, on retombe dans le processus collecte, validation, labellisation des données qui prend du temps. Okay, et c'est là la valeur ajoutée. Ceci dit, on ne va pas repartir totalement de zéro, parce qu'on n'a pas la puissance interne et les ressources internes pour entraîner ces modèles, ces gigamodèles généralistes qui ont été entraînés par Google, Facebook, les grands de ce domaine. Donc, on va prendre ces données-là, ces modèles-là, et on va juste les adapter avec nos propres données. Donc, ça facilite quand même beaucoup le travail algorithmique de la chose. Et en data science, ça s'appelle fine-tuner, donc vraiment adapter le modèle en question. Voilà. Donc, pour la partie NLP. Alors, dans le cadre des relations investisseurs, okay, revenons sur notre sujet principal. Bien que les bénéfices directs du NLP, on peut considérer que ça va consister à capturer les informations, les synthétiser, donc les rendre exploitables, et ça va nous permettre aussi d'anticiper ce qui se passe. Typiquement, anticiper les controverses ESG. Voilà, ce genre de choses. Ce que ça offre derrière ça, c'est une rapidité de traitement. Au lieu de pouvoir lire, et encore personne n'a le temps, une dizaine de documents par jour, vous pouvez traiter 100, 1000 documents de la même façon. Okay, donc c'est traité en temps réel, vous avez l'information qui est prédigérée, en fait, qui est rendue exploitable en temps réel, et ça reste d'actualité. On reste sur l'actualité. Il y a aussi un aspect cohérence. C'est-à-dire que on est tous, moi en premier, on a tous certains biais cognitifs qui fait qu'une certaine information, finalement, on va passer sur certains aspects d'une information. On peut prendre, par exemple, dans le côté ESG, l'environnement. C'est un sujet d'actualité important, qui est chaud, et on peut tout à fait imaginer que certaines personnes soient plus sensibles à ça que d'autres, et vont le mettre en avant de façon plus en avant ou pas. Okay, le modèle NLP, lui, il n'a pas d'émotion, évidemment, alors, il peut avoir des biais, mais c'est un autre sujet. Je pense que je suis un peu prêt pour le temps, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sur les biais inhérents au modèle de data science, il y a plein de choses à dire. Mais en gros, sur du texte financier, il y aura assez peu de biais, et même si tant est qu'il y a un biais qui est dû en fait aux données d'entraînement, il sera appliqué de la même façon sur tout le corpus. Okay, donc il n'y aura pas des choses variables en termes d'interprétation des éléments. Et puis surtout, il y a aussi l'aspect précision. Les documents peuvent être très longs, 50 pages. Il y a toute chance qu'un humain, en fin de journée, manque une information importante. Okay, un modèle NLP ne manque pas l'information parce qu'il est... voilà, il se fatigue pas. En gros. Donc c'est important cet aspect uniformité du traitement et volume du traitement. En fait, c'est ça que ça offre. Après, évidemment, je l'ai dit, mais j'aime bien cette slide avec la grande vague et les 0, les 0,1. Mais en gros, c'est vraiment ça. Le NLP, ça aide à maîtriser le flot de données quotidiennes. Il y a les news sectorielles, les entreprises, les rapports de recherche, les informations financières des entreprises, etc. Donc, le NLP va pouvoir décupler, en fait, votre pouvoir d'analyse. Après ça, une fois qu'on a toutes ces informations qui nous tombent dessus tout le temps, chaque information est digérée, analysée et enrichie et organisée, en effet. Et sur un texte comme ça, qu'on a déjà vu dans la présentation, on a le résumé, on a les informations importantes, les éléments importants, Glaxo, le nom du CEO, etc. On a de l'enrichissement en termes de « c'est une nouvelle positive »,« c'est ou ça n'est pas relié à des ESG », et tout ça se transforme dans un dashboard qui est en fait le dashboard de la solution Praxo, de notre solution.
Autre cas, j'ai parlé d'anticiper, et en effet, le NLP permet, toujours par ce processus de digestion, d'ingestion de gros volumes d'informations, de détecter les controverses ESG. Là, c'est un exemple récent avec Elon Musk qui a annoncé qu'on pourrait payer ces voitures Tesla en Bitcoin. Le problème, c'est que l'empreinte environnementale du Bitcoin n'est vraiment pas positive, même s'il y a débat sur ça, mais ça c'est autre chose. Donc finalement, il est revenu dessus en disant bon, on va arrêter les achats en Bitcoin et voilà. Donc ce genre de choses est arrivé et il y a plein d'exemples, la mine, bon, etc. Donc ça peut anticiper certains éléments sur l'environnement, évidemment sur le social, on pense aux gilets jaunes en France, la gouvernance, voilà, plein de choses possibles. Et puis ça peut intervenir aussi, je dirais, tout au long du roadshow. Donc vous avez le roadshow, vous avez toutes les prises de contact, les échanges, qui peuvent être transformés avec du speech-to-text en texte. Donc il y a une retranscription automatique de la chose, des retours investisseurs. Après, vous avez la possibilité de centraliser et de coordonner toutes les informations, d'en faire l'analyse, et donc d'exploiter ces données pour mettre en place des actions, en tirer des conclusions. Voilà, donc dans la chose. Dernier exemple qui serait intéressant, c'est à l'inverse, pas simplement dans le retour des investisseurs, mais je dirais en amont, quand vous êtes en recherche d'investisseurs, de nouveaux investisseurs, il est intéressant de savoir quelles sont les questions clés qui préoccupent ces investisseurs. Et de façon un peu scientifique, en quelque sorte. On amasse plein de données, on en tire vraiment, je dirais, la substantifique moelle de toutes les informations qu'on a pu récolter sur un investisseur ou des investisseurs potentiels. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Je voudrais juste revenir sur Praexo et notre focus sur l'analyse du retour des investisseurs. Notre point de départ chez Praexo, c'est que nous sommes convaincus que les données liées aux relations investisseurs sont stratégiques pour l'entreprise. Praexo est là pour répondre à une problématique de quantification et de qualification de ces retours investisseurs. Et pour cela, on offre notre solution, c'est une solution SaaS, qui est par le web ou par smartphone, de gestion directe des investisseurs. Donc c'est un espace de travail, de dialogue entre les dirigeants, les investisseurs relations et les investisseurs eux-mêmes. Et d'un point de vue NLP, ça se traduit par qu'est-ce qu'on offre en fait, quelle est notre plus-value au terme de NLP. On a des modèles qui ont été entraînés de façon à être pertinents sur l'espace des retours investisseurs. On a développé une ontologie spécifique, granulaire et précise, donc de l'identification des sujets différents, segmentation du marché, stratégie de l'entreprise, gouvernance, etc. De même, on a des modèles d'analyse de sentiments qui vont plus loin que les modèles de sentiments d'analyse qu'on peut trouver sur le web, parce qu'on est en train de travailler sur des documents assez factuels, en fait, donc moins prêts à l'émotion. On a évidemment l'aspect reconnaissance d'entité, le suivi de l'évolution dans le temps sur une relation investisseur, des points pertinents, des points importants, et puis l'identification de ce que j'appelle les outliers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une dizaine d'investisseurs qui disent une chose, puis il y en a un qui dit autre chose. Il est très intéressant d'aller regarder et de le détecter à temps. Quelles sont les divergences de points de vue entre différents retours. Je ne sais pas où on en est du temps, je pense qu'on n'est pas mauvais, en fait. 11h44, il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure pour les questions-réponses. Tout à fait. Donc ça, c'est superbe. Entre-temps, je vous présente juste un peu l'équipe de Praexo. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Voici l'adresse de notre account manager principal, Juliette Chaud. Derrière Praexo, il y a Marie, il y a moi, mais il y a aussi Laurent Lépinet, qui est donc en charge du développement. Laurent a travaillé depuis 10 ans, depuis pas mal d'années, il a travaillé chez Deutsche Bank, je lis mes notes là, il a travaillé dans plusieurs pays, bon, etc. Et puis il y a Vladimir Chava qui est basé à Londres et qui est en charge, donc Head of Investor Engagement.
Voilà, donc on va Super. passer aux questions. Donc je te fais remonter quelques questions dans Super, le chat. merci beaucoup. Hop, elles devraient apparaître sur vos écrans. Je mange la Je vais en faire chose. remonter au fur et à mesure et on verra en fonction du temps. Alors, laissez-moi 2 secondes pour prendre. Alors, première question, peut-être la plus simple des 3 là que je vois. Pouvez-vous travailler sur les feedbacks investisseurs passés? Alors, en effet, on peut tout à fait télécharger des sources de données d'investisseurs passés et en faire l'analyse et les inclure dans un espace lié entre l'entreprise et ses investisseurs. Un point important, c'est que les données vous appartiennent évidemment. Il s'agit de vos données, elles sont extractables et vous en avez l'intégrale propriété. Autre question, comment voyez-vous la concurrence potentielle des sociétés comme Palantir qui n'est pas encore présente sur le segment de ECM? Je ne suis pas un expert sur Palantir. Pour moi, Palantir, c'est plus des gros contrats dans le domaine de la défense, mais je peux me tromper. Donc je serais un peu. Donc a priori, je vois pas de concurrence directe. Nous, on est vraiment sur, je dirais, une application extrêmement précise au sein de la relation investisseur, où on va travailler sur les retours des investisseurs pour, que l'exploitation de toute cette information soit neutre et exploitable et compréhensible et actionnable en fait par les dirigeants de l'entreprise, par les relations investisseurs, les IR. J'ai l'impression que Palantir touche à énormément de choses dans plein de domaines, donc je ne saurais pas répondre plus sur Palantir. Autre question. Oui, ça on me dit dans le chat, en effet, le Palantir, c'est le renseignement. Donc, en effet, ils agrègent plein de données. Mais sur l'aspect peut-être sourcing des données, il y a énormément de données qui sont disponibles, soit par des grandes sources de données tiers de type Nasdaq, Bloomberg, etc., soit par le web. Les SEC Filings sont disponibles en ligne. Autre question. Comment un algorithme va réagir face à une information différente entre 2 sources lors de la collecte de données? Un chiffre d'affaires différent, par exemple. Est-ce qu'il va comparer la pertinence des sources pour choisir et comment? C'est une bonne question. Je pense, en fait, il y a 2 choses. L'algorithme, il ingère des quantités astronomiques de données, en fait. Donc, il n'est pas au niveau de 2 items qui seront différents. Si on a trop de cas dans ce gros sac de données où, en effet, on a une information et son contraire, ou des choses divergentes, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la donnée de base, la donnée source, n'est pas de bonne qualité. Et on revient sur la problématique de qualification des données brutes. Et on va essayer de faire en sorte que les données qu'on va donner à l'algorithme pour produire un modèle soient les plus pertinentes et de meilleure qualité en termes de... peu de données sont manquantes, les données sont cohérentes, etc. Donc ça touche vraiment oui, les données pertinentes sont payantes en effet pour Bloomberg et Nasdaq, en effet. Et c'est cher. Donc voilà, donc cette question sur comment l'algorithme réagit face à des incohérences dans les données de base, s'il y a trop d'incohérences, l'algorithme ne va pas savoir à quel sein se vouer et il va donner une performance qui sera pas bonne. La performance, c'est vraiment la métrique à la fin. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Par contre, au point de vue, je dirais qu'une fois qu'on a un modèle et que le modèle donne comme indication dans un graphique, dans un graphe, dans une rendue, dans une post-analyse de la donnée, le modèle va nous donner deux informations contradictoires. C'est à nous d'aller revenir à la source et de comprendre pourquoi. Je dirais que c'est un indice, c'est presque un flag, c'est une alerte que il y a quelque chose de bizarre sur cette donnée-là, par exemple chiffre d'affaires. Donc, il faut revenir à la source, il faut prendre une autre source. L'humain intervient pour valider l'information. Je t'envoie une autre question. Elles arrivent tout au fur et à mesure. Super, c'est génial ça.
Oui, tout à fait. Alors, on travaille principalement en anglais. Parce que c'est notre stratégie d'entreprise. Maintenant, au point de vue des modèles, on peut tout à fait proposer ça en français parce que les modèles existent. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir plus développer. On n'est peut-être pas en mesure de le faire tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Tout notre pipeline, toute notre architecture est déjà développée, donc on peut passer de l'anglais au français ou d'autres langues européennes. Absolument, absolument. C'est une bonne question, ça. Mais comme je vous montrais, la plupart des démos que j'ai fait, c'est de l'anglais, sauf pour l'analyse d'entité. Et voilà, on a plein d'informations et plein de données en français, donc on peut tout à fait faire ça en français. Bien, je continue, il nous reste un petit peu de temps. Ouais. Où sont situés vos serveurs ? Écoutez, nos serveurs sont situés en Europe pour tout ce qui est RGPD. Voilà. Quelles ressources externes utilise votre solution ? Nous sommes en démarrage de la chose. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut que vous contactiez plus le account manager pour ça. Oui. Alors justement, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ou si on n'a pas répondu suffisamment en détail à l'une de vos interrogations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous prendrons évidemment le temps d'y répondre. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et l'autre question, c'est comment votre offre s'intègre à un CRM déjà existant. Alors, nous allons en fait rajouter une fonctionnalité CRM au sein de notre solution, parce que c'est en effet une question qu'on nous pose assez souvent. Et donc, il faut en effet que les choses soient intégrables, interfaçables et fluides entre les deux. Très bien. Question. Ça continue. Ça va apparaître. Donc, dois-je recruter un analyste ou un spécialiste en NLP AI ? C'est une question clé, en effet. C'est une question clé parce que, comme je le disais, entre utiliser des services cloud et développer une solution en interne, l'investissement n'est pas le même en termes de ressources et donc de ressources humaines. Les projets data, ça prend du temps avant d'avoir un retour sur investissement, avec un certain risque. Donc je ne saurais pas vous dire, en fonction de votre contexte, si vous devez ou pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la solution Praexo, elle, marche de bout en bout et vous permet de vous passer, justement, d'avoir à développer cette compétence en interne sur le point précis de la relation des investisseurs. Alors, je ne connais pas AlphaSense, mais votre produit permet-il également de sortir un indicateur de sentiment sur la recherche analyste et des articles de presse, par exemple, comme le fait AlphaSense. Je ne connais pas AlphaSense. Donc, tout à fait, par contre, pour la partie indicateur de sentiment sur la recherche analyste et les articles de presse, il suffit de le mettre en entrée et le modèle et d'appliquer le modèle. Donc, tout à fait, absolument. Absolument. Votre activité principale est l'analyse du retour des investisseurs. Avez-vous d'autres objectifs ? Alors, en effet, la partie traitement du retour des investisseurs est un des projets sur lesquels nous travaillons. Un autre projet sur lequel nous travaillons est la partie identification, ciblage de nouveaux investisseurs. Donc voilà, donc c'est un autre produit qui sera très bientôt. Encore une petite question. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Comment se formalise l'offre de Praexo pour un émetteur ? Accès à une database, rapport. Pouvez-vous présenter votre modèle commercial ? Alors en fait, l'offre de Praexo se formalise par le biais d'une application web, donc via un navigateur, ou par une application mobile. Okay, où les investisseurs peuvent mettre en place excusez-moi, on parle donc j'ai été distrait, peuvent donner directement leur retour à l'investisseur. Mais sur ce genre de questions, je vous invite vraiment à contacter Juliette Chaud à l'adresse email dessus.
Exactement, ce que j'allais vous dire, c'est donc à nouveau, surtout n'hésitez pas à contacter Juliette. Elle prendra le temps de répondre à toutes vos questions, à vous présenter l'offre plus en détail si vous le souhaitez. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je pense que nous arrivons on arrive à la fin, oui, tout à fait. Il y a une autre, nous allons refaire ce webinaire, mais en anglais cette fois-ci, le 24 juin. Le 24 donc, à 15h. N'hésitez pas à vous joindre ou si d'autres personnes peuvent être intéressées. Et donc, vraiment, à prendre contact avec nous. Voilà, je crois que... Voilà, tout à fait, je pense que nous sommes... La phrase... Je vérifie juste, excusez-moi. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, nous arrivons vers la fin. Il y a plusieurs questions, donc nous prendrons vraiment le temps d'y répondre par email, bien évidemment. Pour les questions auxquelles nous avons déjà répondu, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, envoyez-nous un mail. Nous prendrons le temps de faire ça plus en détail. Et merci à vous, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, vous recevrez de toute façon tous un lien de replay par email. Donc, si vous souhaitez revenir sur certaines des informations qui ont été dites, c'est tout à fait possible. Et je me répète un petit peu à nouveau, mais si vous souhaitez plus d'informations, des questions, que ce soit plutôt techniques ou concernant notre offre, surtout, n'hésitez pas par email. Nous serons à l'écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.